On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode de On est là pour vous, le podcast de La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Audrey Massy, qui est directrice générale adjointe de La Vie Active. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, nous allons tenter de survivre dans la jungle des acronymes du médico-social grâce à toi. Alors je le dis à nos auditrices et auditeurs, nous allons suivre un schéma de l'enfance en passant par l'âge adulte jusqu'à l'âge avancé, car vous le savez bien, la France adore les acronymes. Et fort heureusement, je vous ai trouvé The Wonder Woman qui va pouvoir tout vous expliquer. Et je vous rassure, vous ne serez plus du tout en PLS lorsque vous verrez tous ces documents et lorsque vous aurez écouté cet épisode. Donc Audrey, tu as une énorme pression sur le dos, mais peux-tu s'il te plaît te présenter dans un premier temps à nos auditrices et auditeurs ? Alors, Audrey Massy, je suis directrice générale adjointe au sein de l'association La Vie Active. Ça fait 20 ans que je suis à l'association et je m'occupe plus particulièrement du secteur travail adapté, du secteur social au sein de l'association. Félicitations, et j'ai ouï dire que tu avais un doctorat en acronyme. Paraît-il, oui. Du médico-social. Alors, on rigole chez les auditrices et auditeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que de prime abord, c'est extrêmement compliqué, mais vous allez voir, Audrey va tout vous expliquer. Alors, imaginons que j'ai un enfant. Je m'aperçois malheureusement qu'il a quelques troubles, qu'il a du mal à parler, il a du mal à communiquer. Que dois-je faire, Audrey ? Alors déjà, si toutefois vous avez un médecin traitant, je vous inviterai à aller voir le médecin traitant dans un premier temps. Donc le médecin traitant, en toute logique, devrait vous orienter vers une PCO, une plateforme de coordination et d'orientation. Elle est chargée en fait de établir un prédiagnostic, de recevoir l'enfant et sa famille avec plusieurs professionnels, des psychomotes, éventuellement orthophonistes si besoin, ergothérapeutes, également des médecins, pédiatres, neuropédiatres, qui vont en fait se charger de rencontrer l'enfant et sa famille et qui vont commencer à élaborer un premier diagnostic pour repérer éventuellement les besoins de l'enfant et puis surtout repérer les troubles de l'enfant. Donc on est au tout début, quand mon petit semble avoir quelques petits soucis. C'est ça, tout à fait. Entendu. Alors, quelle est la prochaine étape, j'ai envie de te dire ? Alors, la PCO, une fois qu'elle est intervenue et qu'elle a pu voir un petit peu de quels troubles pouvait être atteint l'enfant, il y a plusieurs solutions. Soit les professionnels de la PCO vont orienter la famille et l'enfant en particulier vers un CAMS. Un CAMS, c'est un centre d'action médico-social précoce qui intervient auprès d'enfants qui sont âgés entre 0 et 6 ans et qui a, lui, en charge le fait de pouvoir approfondir le travail de la PCO et de pouvoir poser un diagnostic éventuellement en lien avec les troubles de l'enfant et également d'accompagner l'enfant et sa famille pour pouvoir travailler autour d'actions thérapeutiques qui permettent de compenser ou d'améliorer, si je puis dire, au mieux les troubles de l'enfant. Donc, on approfondit les choses. C'est une équipe autour de l'enfant, si j'ai bien compris. C'est bien ça. C'est une équipe qu'on appelle pluridisciplinaire. Donc, en fait, encore une fois, composée de professionnels de santé. Est-ce que tu peux nous donner quelques métiers ? Donc, chaque CAMS dispose d'un médecin qui est généralement un médecin pédiatre, voire neuropédiatre, voire pédopsychiatre. Chacun des CAMS dispose de ce corps médical. Et puis à côté de ça, en lien avec ce médecin, travaillent des psychomotriciennes, des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, également des orthophonistes, des éducatrices de jeunes enfants, et puis tout le staff qu'on peut retrouver dans une équipe médico-sociale. Mais que se passe-t-il après ? Parce que les choses peuvent s'arranger. Tout à fait. Plus elles sont prises en charge précocement, mieux c'est pour l'enfant. Et parfois, en effet, les troubles que les parents ont pu détecter ou les retards de langage ou de motricité de l'enfant qui ont pu être repérés, parfois vont se régler via les interventions des différents professionnels. Donc, il y a des situations pour lesquelles l'enfant va sortir du CAMS et va continuer et poursuivre sa vie. Et puis, à l'inverse, parfois, il y a besoin de continuer des accompagnements de manière un peu plus approfondie. Dans ce cas-là, le CAMS va travailler avec les parents et va proposer de monter un dossier auprès de la MDPH. La maison départementale des personnes handicapées.
Voilà, donc l'ensemble des pièces du dossier administratif, médical vont être transmises pour que la CDAPH puisse se prononcer et orienter éventuellement l'enfant vers une autre structure médico-sociale. Entendu, alors la CDAPH, c'est une commission. C'est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. C'est elle qui va, quelque part, statuer. C'est tout à fait ça. La CDAPH a statué. Que se passe-t-il maintenant ? Alors, la CDAPH, elle statue à partir des pièces qui vont être transmises au dossier par les professionnels du CAMS, dans notre exemple. Donc, plusieurs cas de figure. En fonction des troubles de l'enfant et de ce qui a pu être constaté et amené comme examen complémentaire pour pouvoir statuer, la CDAPH peut orienter vers une structure médico-sociale. Donc, parmi les structures médico-sociales, on a différents types de structures qui accompagnent les enfants. Par exemple, un IME. Un institut médico-éducatif. Voilà. Un institut médico-éducatif, comme son nom l'indique, c'est un établissement qui va accueillir des enfants donc âgés de 6 à 20 ans et qui va les accompagner en fait dans le cadre de leur activité éducative, pédagogique et thérapeutique. C'est un peu une école en fait qui permet aussi d'avoir des accompagnements thérapeutiques à côté. Éventuellement, l'enfant peut aussi être orienté vers un IEM, un institut d'éducation motrice. Alors, le principe de l'accueil est le même qu'en IME, donc on est sur les mêmes tranches d'âge. La différence concerne les troubles de l'enfant. Donc, les IEM accueillent des enfants qui ont plutôt des troubles moteurs ou du polyhandicap. Le fameux fauteuil roulant ? Par exemple. Quand tu parles de polyhandicap, je pensais que c'était cumulé plusieurs handicaps et il semblerait qu'il n'en soit rien. Alors non, le polyhandicap, c'est pas le cumul de plusieurs handicaps. Pour autant, l'enfant peut avoir des troubles associés. Il y a plusieurs typologies de polyhandicap. Ça va être par exemple des maladies orphelines, des maladies dégénératives qui touchent des enfants en particulier. Alors, nous avons parlé d'IME, d'IEM. Il y a encore une possibilité avec le CESAD. Éventuellement, oui. Alors, l'acronyme CESAD, c'est un service d'éducation spécialisé à domicile. En fait, l'enfant est scolarisé en milieu ordinaire, mais il a besoin d'un accompagnement pour pouvoir suivre correctement sa scolarité. Et donc, le CESAD propose un accompagnement qui est pluriel, à la fois concernant la scolarité, mais également un accompagnement thérapeutique, un accompagnement éducatif, et voire même accompagne également la famille ou la fratrie de l'enfant pour aider l'enfant aussi à mieux collaborer et coopérer avec son environnement. Tu parles à l'instant de milieu ordinaire. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Le milieu ordinaire, dans le jargon du médico-social, en fait, ce sont toutes les structures de droit commun qui sont en dehors de la sphère du médico-social. Exemple, l'école. Tout simplement. Tout simplement. Il y a encore une autre possibilité, l'ITEP. L'Institut thérapeutique d'éducation pédagogique. Donc là, c'est un établissement qui est spécialisé dans l'accueil d'enfants qui présentent des troubles du comportement importants, mais dont les enfants n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc, il accompagne vraiment les enfants qui ont des troubles du comportement très appuyés et principalement, ces activités tournent autour de l'accompagnement vers le milieu scolaire, le milieu ordinaire, également de l'accompagnement sur des temps d'internat quand il y a besoin, en accueil de jour éventuellement. Qu'est-ce que c'est que les troubles qu'ils ont, entre guillemets, ces enfants ? Ils ont du mal à communiquer, ils s'énervent, c'est quoi ? Alors, c'est des enfants qui ont en fait beaucoup de mal à s'apaiser, à se contrôler et qui donc parfois peuvent être très agités, peuvent être parfois même agressifs et violents, qui ont besoin en fait d'être canalisés, apaisés pour pouvoir gagner en sérénité. Alors, merci beaucoup Audrey d'avoir permis, je l'espère, à nos auditrices auditeurs, de comprendre un petit peu mieux toutes ces problématiques et cette jungle des acronymes et des sigles administrativo-médico-sociaux pour les enfants. Nous passons maintenant à l'âge adulte. Nous avons toujours une personne en situation de handicap. Et là, on entend parler d'ESAT. Alors, peux-tu nous dire ce que veut dire l'ESAT, s'il te plaît ? Un ESAT, c'est un établissement et service d'accompagnement par le travail.
L'idée, c'est d'accompagner des adultes alors à partir de 20 ans, sous dérogation à partir de 18 ans. Et en fait, l'idée, c'est de permettre à des personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir exercer un métier au sein d'une structure pour laquelle on prend en compte également les difficultés de la personne et on l'accompagne sur des adaptations pour que son cadre de travail puisse être le plus approprié possible. Et elle bénéficie également d'un accompagnement médico-social à côté. L'EA maintenant. Alors l'EA, c'est donc pour des adultes reconnus en situation de handicap, qui ont un petit peu plus d'autonomie que l'accompagnement en ESAT. Et en fait, il s'agit de EA et c'est une entreprise adaptée. J'ai entendu parler également de foyers de vie. De quoi s'agit-il ? Alors les foyers de vie, en fait, on va y retrouver des personnes adultes en situation de handicap. Alors différents types de handicap. On retrouve, autant de foyers de vie qu'on a de typologie de public adultes. Et là, pour le coup, ce sont des personnes qui, en fait, vivent et sont hébergées au sein de l'établissement et qui ne peuvent, au regard de leurs difficultés, accéder à un établissement type un ESAT ou une EA. Il reste une dernière possibilité, le milieu ordinaire. Ça fait déjà écho à ce dont nous avons parlé avec les enfants, j'imagine. Alors, comme on a évoqué le milieu ordinaire avec par exemple l'école pour les enfants, eh bien le milieu ordinaire pour les adultes, c'est par exemple le monde de l'entreprise où là pour le coup la personne est autonome et en capacité d'aller travailler en entreprise. Alors parfois, on donne aussi des petits coups de pouce aux personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent travailler en entreprise et accéder vers le milieu ordinaire de travail, le MOT comme on le dit maintenant. Et les petits coups de pouce qu'on leur donne, c'est qu'on leur permet d'être accompagnés par un DEA, donc un dispositif d'emploi accompagné qui va les aider et leur mettre le pied à l'étrier pour pouvoir ensuite accéder au milieu ordinaire de travail. Donc ce milieu ordinaire, c'est un peu le Graal. Mais dans notre furie et dans notre envie et notre passion, on a oublié les EAM. Je compte sur toi pour expliquer à nos auditrices et auditeurs ce que c'est, Audrey. Alors, les EAM sont des établissements d'accueil médicalisés. Donc, en fait, quand la personne a de gros problèmes de santé et a vraiment besoin de soins très importants, eh bien, plutôt que d'aller en foyer de vie ou en ESAT ou être accompagnée en foyer d'hébergement ou autre, eh bien, elle est accompagnée, hébergée en établissement d'accueil médicalisé. Et comme son nom l'indique, médicalisé, on va y retrouver un peu plus de professionnels de soins qui vont s'occuper de la personne pour pouvoir combler ses besoins en soins. Audrey, tu le sais bien, nous vieillissons tous. Et au grand âge, eh bien, là encore une fois, certaines personnes en situation de handicap ont besoin d'une aide. Et là, on peut les placer en EHPAD. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que je pense que la plupart de nos auditrices et auditeurs savent ce dont ils retournent, mais nous comptons sur toi malgré tout, toi qui es la sachante et qui est bilingue, acronymes médico-sociaux. Alors, les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, des établissements qui accueillent des personnes qui sont âgées de 60 ans et plus et qui ont des besoins en soins et donc qui sont hébergées toute l'année au sein de ces établissements-là. Pour les personnes en situation de handicap, donc on retrouve dans le département du Pas-de-Calais des UVPHA, des unités de vie pour personnes handicapées âgées. Donc en fait, ces unités sont implantées au sein des EHPAD qui ont cette spécificité d'accompagner des personnes en situation de handicap. Je te remercie Audrey, j'ai dit une énorme bêtise, j'ai fait de l'EHPAD un synonyme uniquement de personnes âgées handicapées et tu as bien fait de me reprendre parce qu'il y en a pas des personnes qui ne sont pas nécessairement handicapées. Alors, à l'inverse, il y a une chose que je ne comprends pas, un acronyme qui est très proche d'EHPAD, c'est l'EPAH. De quoi s'agit-il ? Un EPAH, c'est un établissement d'hébergement pour personnes handicapées âgées et qui en fait accueille des personnes qui sont en situation de handicap mais qui n'ont pas de besoins en soins importants. C'est pourquoi on les accompagne dans ce type de structure et non pas en EHPAD. Entendu, c'est une maison de retraite au final. Au final, c'est une maison de retraite. Merci à toi Audrey de nous avoir permis de survivre dans cette jungle des acronymes médico-sociaux. Très honnêtement, j'imagine que beaucoup de nos auditrices et auditeurs vont devoir réécouter cet épisode. Je leur conseille de prendre